Depuis plusieurs années, les entreprises disposent d'outils alternatifs pour les restructurations. Est-ce pour autant la fin des grands PSE? On en parle tout de suite avec mon invité, Alice Moni, associée chez King & Spalding. Alice Moni, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, avant d'entrer dans les mécanismes juridiques des restructurations, un mot sur les tendances, sur les dynamiques à l'œuvre dans les restructurations. Est-ce qu'on change de paradigme et est-ce la fin des grands PSE? Alors, je crois effectivement qu'on peut parler de changement de paradigme. Et d'ailleurs, on le voit, ce que vous disiez, dans les tendances, on a eu plus de 6,5% de baisse du nombre de PSE sur l'année 2025, ce qui montre bien, effectivement, cette diminution. Et je pense qu'elle peut s'expliquer par 3 facteurs. Le premier, peut-être, c'est l'acceptabilité sociale du PSE et puis le corollaire, les problématiques d'image, réputationnelle, de communication. On l'a vu de toute façon, aujourd'hui, les PSE sont beaucoup plus médiatisés. Un deuxième facteur, c'est peut-être les coûts et le risque juridique associé à ce type de restructuration. Là encore, dans ces dernières années, une inflation du coût des PSE et puis des risques juridiques. Exemple tout récent, le PSE Auchan qui avait été mis en œuvre et qui a été annulé par la justice. Donc là, on a des éléments qui retiennent les entreprises face à ces procédures. Et puis, dernier facteur, c'est effectivement l'émergence depuis 2017 de nouvelles alternatives à ces restructurations dures que sont les plans de licenciement collectif. Alors vous le dites, avec les ordonnances Macron, on a de nouveaux outils pour les restructurations issus de la négociation collective. Qu'est-ce que ça change vraiment dans l'architecture juridique des restructurations ? Je crois qu'il y a un changement majeur et ce changement, c'est celui du motif économique. On a toujours eu besoin d'invoquer un motif économique. Un motif économique, ce sont des difficultés économiques importantes, significatives, des mutations technologiques, la nécessité de sauvegarder sa compétitivité ou la fermeture de l'entreprise. Donc c'est très exigeant. Et il y avait toujours ce besoin d'invoquer un motif économique. La grande différence avec les PSE qui a été apportée par ces ordonnances Macron, c'est la possibilité de mettre en place des projets de restructuration sans invoquer un motif économique, avec quand même un garde-fou, et vous le disiez, la négociation collective. Alors, on va venir aux principaux dispositifs. L'un de ces dispositifs, c'est la rupture conventionnelle collective. De quoi s'agit-il? Comment peut-elle être utilisée? Alors, c'est effectivement le dispositif phare des ordonnances Macron, parce qu'elle est issue de la pratique. Avant, même si on était dans le droit du PSE, c'était développer les plans de départ volontaires qui, malgré leur nom, étaient finalement des grandes restructurations. Et puis, les ordonnances ont finalement consacré dans la loi ce moyen de faire des ruptures du contrat de travail d'un commun accord entre l'employeur et le salarié dans un contexte de restructuration, c'est-à-dire dans un contexte de réduction d'effectifs. C'est quoi les conditions ? Alors, les conditions, c'est d'avoir un accord collectif signé avec les syndicats et on va faire valider cet accord collectif par l'administration, un peu comme pour un PSE. On a bien ce contrôle de l'administration sur le dispositif de réduction d'effectifs. Les salariés vont être candidats. On va fixer évidemment des règles pour les départager, des limites au nombre de candidatures et ils vont être indemnisés. Un point essentiel, c'est que ces salariés qui partent dans un contexte de RCC sont tous volontaires et vont tous pouvoir bénéficier, au-delà d'une indemnité de départ, de l'accompagnement par France Travail. Il ne faut pas que ce soit un licenciement déguisé, entre guillemets. Alors non, évidemment. Mais c'est vrai que la RCC emprunte énormément au contexte du PSE dans les limites qu'elle fixe, notamment par le volontariat. Et c'est un outil qui fonctionne bien ? C'est un outil qui a extrêmement bien fonctionné immédiatement après les ordonnances Macron et que l'on voit légèrement s'amoindrir dans les statistiques au profit d'autres dispositifs tels que la gestion des emplois et des parcours professionnels. Alors justement, vous évoquez la gestion des emplois et des parcours professionnels. De quoi s'agit-il ? Alors, c'est une sorte d'adaptation des effectifs beaucoup plus discrète, beaucoup plus acceptable socialement, et qui s'inscrit dans un dispositif plus long terme. On va dire que la GEPP,
comme on l'appelle dans son nom un peu plus court, la GEPP, c'est un dispositif à froid. Il est pensé pour l'adaptation de l'entreprise à ces challenges de demain. C'est pour l'accompagner dans des transitions, c'est ça ? Exactement, et notamment l'intelligence artificielle qui bouleverse les fonctionnements des entreprises, qui va faire évoluer les métiers. Et là, on est dans une démarche beaucoup plus liée à l'évolution du fonctionnement, liée à l'évolution des effectifs. Mais elle peut servir aussi, et c'est autorisé depuis les ordonnances Macron, ce dispositif de GEPP peut servir également à réduire les effectifs. C'est quel type d'entreprises qui sont concernées par cet outil ? Alors, tout type d'entreprise. D'accord. En réalité, quel que soit le dispositif, PSE, RCC, GEPP, l'important est de trouver le bon dispositif adapté à son entreprise, le bon moment pour mettre en œuvre sa procédure et surtout l'objectif à atteindre. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut s'adapter à son environnement ? Est-ce qu'on veut changer sa façon de travailler ? Est-ce qu'on veut réduire les effectifs concrètement ? Ou est-ce qu'on veut très précisément arriver à une organisation cible tout à fait fixe ? Et là, si on veut vraiment arriver à une organisation cible telle qu'on l'a définie, il faut en passer par le PSE. Alors, un autre outil intéressant, c'est l'accord de performance collective. De quoi s'agit-il ? Alors, l'accord de performance collective a cette différence avec les autres dispositifs dont on a parlé, qu'il ne doit pas viser à la réduction d'effectifs. C'est une façon d'adapter le fonctionnement de l'entreprise en imposant aux salariés, par le biais d'un accord collectif, des modifications de leur contrat de travail, de leurs conditions de travail. D'accord. Par exemple, le déménagement dans un autre site ou la capacité de réduire les rémunérations pendant une certaine période. Donc, ce n'est pas une restructuration à proprement parler. C'est un changement dans l'organisation de l'entreprise qui peut avoir finalement une espèce de contexte économique, mais qui ne doit pas avoir pour objectif de réduire le nombre d'emplois dans l'entreprise. Néanmoins, si un salarié refuse cette modification, puisque c'est quand même une modification de son contrat de travail, si le salarié refuse cette modification, il sera licencié. D'accord. Mais ce sera un licenciement qui ne sera pas considéré comme un licenciement pour motif économique. Autant vous dire qu'il y a eu un certain nombre de projets utilisant l'APC de manière parfois un petit peu extensive. Et on a récemment plusieurs décisions... Requalifiées, du coup ? Exactement. En PSE. Requalifiées en PSE. Et là, la sanction est très, très dure, puisque comme l'entreprise n'a pas fait toute la procédure de PSE, n'a pas notamment obtenu la validation de son plan par l'administration du travail, alors toutes les ruptures qui sont intervenues sont nulles. C'est-à-dire que les salariés peuvent demander leur réintégration dans l'entreprise. Oui, donc les conséquences sont lourdes. Les conséquences sont extrêmes. On va conclure là-dessus. Je vous remercie, Alice Moni. Je rappelle que vous êtes associée chez King & Spalding. Merci Arnaud. C'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Restez curieux et informés. À demain sur Be Smart for Change.